Si tu as toujours préféré les échappées au peloton, si pour toi une étoile sur le maillot est forcément synonyme de Coupe du Monde, si quand on te parle de la grande domination des Verts, tu penses tout de suite aux dernières élections européennes, eh bien cette émission est faite pour toi. Je suis Pierre Desmarais, bienvenue dans Rond Central. Chaque semaine, pendant une demi-heure et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue 1 Conforama, je vous donne les clés pour comprendre l'univers et le patrimoine du championnat de France. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un ex-international français qui a débuté en pro au Havre en 1993, un milieu de terrain qui a remporté l'étoile France Football, couronnant le meilleur joueur du championnat 97-98. La même année, il rejoint le club de Jean-Michel Aulas et y reste jusqu'en 2004, ce qui lui laisse le temps de remporter 2 titres de champion de France avant d'aller au Milan AC le temps d'une saison. Mais le firmament de sa carrière, c'est bien sûr sa rencontre avec l'homme à la moustache, Guy Lacombe, avec qui et pour qui il remporte la Coupe de France avec le PSG face à l'OM, inscrivant notamment un but d'anthologie, chaleureusement remercié, il faut le reconnaître, par un licenciement du club dans la foulée. Un joueur au sens propre qui a réussi quelques bluffs dans les salles de jeu de France et d'ailleurs. Un joueur de talent, hors du terrain aussi, puisqu'il est l'auteur et le réalisateur du film préféré d'Éric Choupo-Moting, Substitute. Également soutien du Paris Football Gay à l'origine du mouvement collectif Tatane qui prône un football festif et durable. Ce Gandhi du 21e siècle vise le prix Nobel de la paix en 2020. Cet homme, c'est bien sûr Vikash Dorasso. Merci Vikash d'avoir accepté l'invitation de Rond Central et surtout bienvenue. Merci, merci. Avec nous également aujourd'hui, elle a 2020, c'est un peu tôt pour le prix Nobel de la paix, mais je le vis. Peut-être. Avec nous également aujourd'hui, elle a joué notamment en D1 féminine avec ici les Moulineaux. Aujourd'hui, journaliste football multitalent à temps complet sur beIN Sport. Elle a couvert notamment la Ligue 1, l'Euro, la Coupe du Monde et propose depuis cette année une émission sur les secrets tactiques avec les acteurs de la Ligue 1 Conforama. Contrairement à ce que son nom indique, elle n'a aucun lien de parenté avec l'ancien Lillois Stéphane Dumont. Margot Dumont de beIN Sport est avec nous aujourd'hui. Salut Margot et merci d'être là. Bonjour à tous, c'est un plaisir. Tu seras notre experte aujourd'hui. Et oui, parce que quand on entend le mot épopée, on pense surtout aux femmes et aux hommes qui ont dominé leur art ou leur profession. Mais une épopée, c'est par définition une suite d'événements héroïques ou sublimes. Donc à ton échelle, tu as sûrement déjà réussi tout un tas d'épopées, comme quand tu as réussi à enchaîner 4 soirées sans te planter le soir du Nouvel An 2016 par exemple, ou mieux, quand dans la même journée, tu as réussi à aller à la salle de muscu, à accrocher cette étagère achetée il y a plus de 6 mois chez Ikea et à mettre à jour ta carte de mutuelle. Bref, qu'elle soit grande, petite surprise ou annoncée, toutes les victoires sont belles et ce sont d'elles dont on va parler dans cet épisode de Rond Central dédié aux épopées. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va redéfinir ensemble ce qu'est une épopée. On va désigner épopée, ces parcours de clubs qui se caractérisent à un moment ou à un autre par un acte héroïque et notamment par leur manière d'atteindre ou non une quête. On pense évidemment au parcours de nos clubs de Ligue 1 Conforama lorsqu'ils sont surprenants, à l'instar d'un club comme Leicester en Première Ligue il y a 2 ans. Est-ce que déjà pour commencer Vikash, tu as le souvenir d'avoir vécu une épopée dans ta carrière de joueur ? En tout cas, j'ai toujours démarré des épopées, dans le sens où à chaque fois, l'épopée pour moi, c'est plutôt la Coupe de France par exemple. C'est démarrer la compétition, rêver qu'on va la gagner. Évidemment, je ne l'ai jamais gagnée, sauf à la fin. Mais à chaque fois, on y croyait. Et c'est une aventure collective. Et puis, il y a évidemment un truc un peu héroïque dans tout ça. Et aussi un truc poétique pour moi. Il y a quelque chose... de toute façon, le foot, pour moi, est quelque chose de poétique, notamment marquer un but. Et donc, évidemment, aller gagner dans des petits stades, peut-être parfois champêtres, il y a quelque chose comme ça qui est forcément héroïque et poétique. Alors justement, on va commencer par évoquer les épopées qui finissent avec un trophée à soulever. On a évidemment l'épopée montpelliéraine en ligne de mire, celle où le club de la Paillade a été sacré champion au nez et à la barbe à l'époque du nouvel ogre parisien. Cette année-là, Montpellier remporte le premier titre de champion de son histoire avec, on le rappelle quand même, le 13e budget de Ligue 1 et devant le Paris de Leonardo, version numéro 1. Toi, l'ancien parisien, quel souvenir tu gardes de cette épopée montpelliéraine ?
Là, récemment, hein, quand ils ont gagné. Ouais, ça ressemble à une épopée. Et moi, je vois aussi l'épopée, le retour. Quand tu retournes dans ta ville et t'es fêté comme des héros. Alors nous, on monte sur des bus et on traverse la ville, mais j'imagine qu'il y a très longtemps, ils montaient sur des chars et il y avait un truc Sans guerrier. doute. Ouais, il y avait un truc guerrier derrière tout ça, mais nous, on est parfois considérés aussi comme un peu les gladiateurs des temps Bah, on est les modernes. descendants un peu, hein, c'est Ouais, ça le voilà, football, il hein. y a un truc comme ça. Toi, sur ce souvenir de cette épopée montpelliéraine, Margot, je ne sais pas si tu as le même souvenir que moi, mais à l'époque, on a eu la sensation tout au long de la saison que le scénario avait été un peu écrit à l'avance, comme si tout se passait comme dans un rêve pour les Montpelliérains. Ah, c'est vrai ce que tu dis. En plus, c'était un vrai groupe, une équipe. On pouvait s'identifier aux joueurs, au président Loulou Nicolin, qu'il faut vraiment pas oublier, qui est très charismatique, qui portait cette équipe, qui la faisait rayonner en fait. Finalement, on s'identifiait à Montpellier via Loulou Nicolin. Et finalement, ce qui s'est passé à la fin, c'est vrai un petit peu ce que tu dis, c'est que chaque week-end et surtout donc sur la fin, on se disait mais ça tourne toujours en faveur de Montpellier. C'est pas possible, ils vont pas passer à côté. Et finalement, donc ça s'est passé comme on aurait pu le prévoir, on va dire. Et c'est vrai que c'est pour moi une vraie épopée parce que c'est une équipe surprise. Il y a aussi ce que tu disais, Vikash, le côté émotionnel qui rentre en compte. Et là, pour le coup, j'ai trouvé vraiment. On était tous derrière finalement cette équipe. On avait envie qu'il se passe quelque chose parce qu'on arrivait à s'identifier à ces joueurs. Justement, dans un groupe comme celui de Montpellier cette année-là, qu'est-ce qui se passe? Quel est le ressort pour que le rêve continue de journée en journée? Mmh. Je pense que souvent ces équipes-là, elles sont sous-cotées au départ. Je revois l'équipe de Porto qui est championne d'Europe en 2004, je 2004. crois. C'est une équipe qui en fait a des très très grands joueurs et il se passe quelque chose à ce moment-là. Les joueurs partent ensuite. Et puis c'est aussi Cette année-là, on rappelle, il y avait Olivier Giroud, notamment. Belhanda, Ouais. Hilton derrière, je crois peut-être. Il y avait Cabella aussi, il me semble. Cabella. Cabella, Enfin, ouais. il y a beaucoup Mm. de très bons joueurs un peu partout. Stambouli au milieu de terrain, je Stambouli. crois. Il y en Il a devait y d'autres, avoir hein. Jeune Champ aussi. Ouais, donc et puis il y a aussi ce truc que c'est l'équipe inattendue et que pendant ce temps, notamment dans le foot, normalement c'est l'équipe la plus riche qui gagne, hein, ou les équipes les plus riches. Et là, c'est pas l'équipe la plus riche. Et en plus, tu parlais de Nicolas, c'est une des rares équipes aussi qui est incarnée par un vrai président qui est président de son club. Pas un président salarié ou mis par un fonds de pension. Donc, il y a une vraie histoire aussi qui est racontée, qui est évidemment belle. Dans cette épopée On a plus envie montpelliéraine. d'aimer Montpellier qui va être C'est champion ça. que C'est un peu d'aimer le ce que Paris tu disais Saint-Germain. sur les Coupes de France avec les petits Ben oui. poussets, finalement. Ça nous fait penser à ça. Puis c'est le premier titre de Montpellier aussi de l'histoire du club. Donc ça rajoute quelque chose d'émotionnel à cette histoire. Puis moi, j'ai vécu dans le mythe de Saint-Étienne. On m'a toujours raconté l'épopée de Saint-Étienne en Coupe d'Europe, Kiev, les poteaux carrés, tout ça. J'ai ça en tête, moi. Pour moi, l'épopée, c'est ça, alors que je ne l'ai pas vécu. J'étais trop petit. Alors toujours dans le registre des épopées qui finissent par une victoire finale, on peut rappeler aussi la saison fantastique du FC Nantes, édition 94-95. Cette année-là, les Canaries de Coco Suodo déploient un jeu chatoyant et le club remporte son 7e championnat après avoir enchaîné un record de 32 matchs sans défaite, il faut le rappeler quand même, c'est incroyable. Meilleure attaque avec Patrice Loco qui termine meilleur buteur avec 22 buts et Nicolas Wedek avec 18 buts, mais aussi meilleure défense grâce à Christian Carambeu et Claude Makelele. Cette équipe nantaise, est-ce qu'elle te faisait rêver à l'époque, toi qui étais jeune joueur au Havre? On les a affrontés, quoi. On menait 2-0 à la mi-temps et on est revenu et on a pris 3 buts en 5 minutes. Mais on n'a rien compris, hein. C'était incroyable pour nous. Donc évidemment, c'était leur jeu qui nous faisait rêver. Et puis ils ont été invaincus pendant très longtemps. Et tous ces joueurs sont ensuite, c'était tous des grands joueurs, ils sont tous partis. Puis il y a ce but incroyable qu'ils avaient mis contre le Paris Saint-Germain, où le ballon touche pas le sol. Ça démarre sur une touche. Et puis ça finit sur la reprise de volée de Patrice Loco, si je me souviens bien. Donc il y a fait Endoram aussi, qui était là, qui avait un toucher de balle incroyable. Il y avait un truc assez fou. Et puis, c'était le jeu à la nantaise aussi de Cette Coco philosophie Suodo. de jeu si Voilà. spécifique D'ailleurs, au FC Nantes. il faisait beaucoup de travail à l'entraînement sans ballon. Donc, il faisait des matchs de foot sans ballon. Donc, je pourrais expliquer comment ça se passe, mais on peut vraiment jouer sans ballon. C'est génial. Parce que tu peux pas rater une passe. Et même un contrôle. Tu fais jouer la tête, en fait. C'est très... Ouais, faut juste connaître le prénom des autres.
Et puis, on ne peut pas parler d'épopée gagnante sans évoquer le premier titre de l'Olympique lyonnais en Ligue 1 Conforama en 2002. On rappelle un peu le scénario parce que ce titre est resté dans l'histoire quand même, alors que le club lyonnais est en tête lors de la 9e journée. Il est peu à peu distancé par le leader lensois qui compte 7 points d'avance au soir de la 19e journée. Mais l'écart ne va cesser de diminuer à tel point qu'à la veille de la dernière journée, un seul petit point départage les deux équipes qui s'affrontent alors pour une finale à Gerland. Et évidemment, le duel tourne en faveur de l'Olympique lyonnais. Alors, si je peux me permettre, qui- c'était incroyable. Parce que moi, Ça j'étais à impose Lyon. trois, hein. J'avais. À quel âge j'avais? J'avais 11 ans à l'époque. Et j'étais devant ma télé, donc la télé locale qui était TLM à l'époque, donc Télé Lyon Métropole. Parce que j'avais pas les abonnements qu'il fallait pour regarder le foot à la télé. Et je me souviens être devant à 11 ans. Et toute la journée, ils avaient pris l'antenne en fait de 10h du matin jusqu'au match et jusqu'après. Et ils faisaient des duplex en ville et je trouvais ça extraordinaire. On était scotchés. Toute la ville était vraiment scotchée sur la télé locale. Et voilà, on vivait vraiment cette journée à fond. Et Vikash, moi, j'étais en tribune aussi à l'époque où tu jouais. Alors, Alors, plus vraiment. sur ce premier titre, Je suis pas là. tu n'es pas Non, de l'épopée, non, ouais, mais, la je première, suis à le Bordeaux, premier ouais. titre. Voilà, mais les époques d'après, en tout cas, les Les années années d'après. d'après, Les deux après, ouais. Et c'est vrai que c'est une équipe qui nous a fait rêver à Lyon, quoi. Ouais. C'est de ce titre-là jusqu'au dernier, mais c'est vraiment, ça a été extraordinaire. Voilà, je me permets juste cette parenthèse, parce que je l'ai vécu en tant que lyonnaise, en tant qu'enfant, et ça nous a absolument bercé et fait rêver, quoi. Et rétrospectivement, tu as regretté d'être à Bordeaux cette année. Enfin, forcément, tu l'as regretté, mais comment est-ce que tu l'as vécu, toi qui étais du coup, à Il y a, Bordeaux il y a cette année-là? toujours nous, les footballeurs, on doit vraiment faire le deuil très vite, quoi, sans arrêt. Genre, en plein match, on me remplace, en plein match, on me sort, on me met en tribune, et puis le lendemain, je dois revenir à l'entraînement. J'ai pas le choix, quoi. Et là, c'est pareil. Je vais à Bordeaux pendant que Lyon gagne. Moi, je peux pas. Alors, j'étais pas spécialement heureux pour eux parce qu'il y a un peu de jalousie quand même, l'impression de rater quelque chose parce que j'étais prêté et je revenais. Mais quand je suis revenu, je me suis dit, bah voilà, je joue dans l'équipe championne. Maintenant, à moi d'aller chercher le titre, un titre pour moi qui sera le deuxième pour eux. Qu'est-ce qu'elle avait de si particulier, cette équipe lyonnaise, à cette période-là? Alors, moi, je me souviens que l'année d'après, alors j'étais à Lyon, je pars, je reviens. L'équipe a pas beaucoup changé, mais s'améliore et progresse, se renforce. On a un titre maintenant on vieillit ensemble. On a beaucoup d'expérience. Je me souviens que l'année d'après, on a 10 points de retard sur Monaco. Il y a Paul Le Guen qui est devenu l'entraîneur. Et à un moment, on dit à Paul, excuse, tu peux sortir, on a des choses à se dire. On avait tous pratiquement 30 ans. Donc, on était capable de décider, de prendre les choses en main. Il a été très bon à ce moment-là parce qu'il a compris qu'on était capable nous aussi et on est revenu sur Monaco. Les 2 saisons ont marché comme ça. On s'est fait insulter par nos supporters, on s'est fait critiquer et pourtant on est allé chercher les titres. Alors, il y a une question qu'on se pose souvent, notamment sur cette période lyonnaise, quand on est observateur, c'est quand on fait partie d'une équipe comme celle de Lyon à l'époque ou de Paris aujourd'hui. Est-ce qu'on a conscience qu'on est en train de marquer l'histoire du club et surtout l'histoire de la Ligue 1 Conforama? Est-ce qu'on a conscience de ça, qu'on est en train vraiment de marquer un pan de l'histoire du foot? Quand on met le premier, on rentre dans l'histoire du club. C'est pas moi, mais déjà après le deuxième, tout de suite, on se rend compte qu'il se passe quelque chose. Et après le troisième, partout où on allait, ouais, on est l'Olympique Lyonnais, champion. On est fort. On a peur de personne. Enfin, c'est très étrange tout ça. Et en même temps, le foot est hyper fragile, quoi. On aurait pu tout perdre. Ça s'est joué à peu de choses. Au début, Lyon, les premiers titres sont très serrés, hein. C'est ensuite que Lyon vraiment domine Déroule, ouais. très fort. Et puis, j'ai joué avec moi, à cette époque-là, Djila Diarra, par exemple, qui est là, c'est pour moi, au moment où il est là, il part au Real après, c'est le meilleur milieu de terrain à ce poste-là au monde, quoi. Sonny devant, c'est pareil. Eddie Milson, il est champion du monde. Cassapa, Il y a tout ça. Cassapa, Juni, il commence à mettre des coups francs en pleine lucarne à chaque fois qu'il tire un coup franc. Donc, ça commence à être chouette, quoi. Ah Il y a oui, un je me truc souviens bien, hein. C'était une belle époque. qui est assez euphorisant, enfin, un truc comme ça, quoi. Où est-ce qu'au fur et à mesure des saisons, on arrive à trouver, un peu comme Teddy Riner aujourd'hui dans le judo, où est-ce qu'on arrive à trouver la motivation pour se reconcentrer et retrouver le même désir de gagner à nouveau, d'année en année, sachant qu'on a déjà gagné 1, 2, voire 3 titres?
La fiche de paye, je sais pas, c'est une bonne motivation. Non, mais on a des contrats, on est j'aime le foot et en même temps, c'est mon métier. Il y a plein de choses comme ça. Mais ce qui est marrant, en rapport à l'épopée, moi, j'ai toujours été hyper corporate. J'aime bien arriver avec le sweatshirt, le bonnet, la truc et tout. Et il y a un moment, quand on est arrivés tous ensemble, on sortait du car. On était un des premiers aussi à avoir le car avec Olympique Lyonnais. On partait à Moscou, le car partait avant nous. On retrouvait le car là-bas, quoi. On était même en avance. Par rapport aux pays étrangers. Hein. Et c'est vrai qu'on arrivait, ça faisait un peu comme Reservoir Dogs, là, tu vois, Mr. Pink et tout ça, quand ils sortent de la discussion, là. C'était un peu ça, notre équipe. Et Jean-Michel Aulas, il faisait partie de ces personnages? C'est un sacré président, hein. On peut pas... Voilà, c'est le plus grand président de l'histoire sur la durée. Quel souvenir tu gardes de lui pendant ton passage Ouais, à Lyon? c'était mon patron, quoi, un mec qui est, je pense qu'il m'aimait bien, et puis en même temps, après, je suis un joueur de l'effectif. Il faisait pas beaucoup de cadeaux. Hein. Il sait faire la part des choses. J'aime bien tous ces gens-là parce qu'il y a un côté très calme et très spirituel d'une certaine façon, ce qui va pas avec ce monde-là. Mais il y a un truc comme ça où l'intérêt du club est plus important que tout le reste. Là. Donc nous, on n'est rien face à ça. Et en privé, il était comment avec vous, les joueurs? Ouais, il était cool. Ouais. Cool, La confiance, il est là pour nous communiquer de la confiance. Mais c'est comme un papa un peu, on a l'impression à Lyon. Ouais, il vous protège à chaque fois. Évidemment, ouais. Il y a l'intérêt du club qui passe avant tout. Il est prêt à faire front, lui. Moi, j'ai apprécié ces années avec l'Olympique Lyonnais. Et puis, de nouveau, c'est son club, quoi. Encore aujourd'hui, ça lui appartient vraiment, quoi. Autre épopée gagnante, celle de Bordeaux, de Laurent Blanc, avec notamment Yoann Gourcuff et Marouane Chamakh, qui deviennent champions de France en 2009, au nez à la barbe des Marseillais, comme 10 ans auparavant, grâce à Elie Baup, avec une équipe composée alors d'Ulrich Ramé, Sylvain Wiltord, Lilian Asland ou encore Johan Mikou. Un mot peut-être sur ces épopées bordelaises, et notamment celle de 99, avec ce suspense de bout en bout de la saison entre l'OM et les Girondins de Bordeaux. Ton cœur vibrait pour quelle équipe à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait une équipe que tu admirais plus qu'une autre? Et est-ce que tu suivais justement ce suspense entre ces deux équipes? Moi, je pense que j'étais pour Bordeaux quand même. Hein. J'aimais moins l'OM et puis... Ouais, j'étais moins fan de l'OM, de Courbis, etc. J'étais moins fan. Et puis j'aimais quand même, j'aimais bien le 4-4-2 d'Elie Baup avec Benarbia et Mikou, Pavon devant la défense. Il y avait Diabaté aussi qui devait jouer par là. Il y avait Afanou. Il y avait, je crois que c'était Alicard derrière, Bonicel. Bonicel, ouais. Il y avait devant Enino et Lasland devant. Avec Feindonneau qui marque le dernier. Il y avait un truc chouette et aussi, je sais pas moi, c'est quand même de grandes équipes, enfin de grands stades. J'étais plus fan. Nous, on termine 3e, hein, on se qualifie pour. On perd 1-0 à Bordeaux. Diabaté, il met une frappe en pleine lucarne. Il met de 30 mètres. Et c'était un match hyper tendu, hyper serré et tout. Alors, on pourrait aussi parler du RC Lens, hein, sacré champion de France à la différence de but devant le FC Metz en 1998. Mais par respect pour nos auditeurs messins et parce que le temps presse, on va passer à ces équipes de la Ligue 1 Conforama qui ont fait preuve aussi d'héroïsme sans pour autant gagner de titres. Et là, on est obligé de commencer avec une équipe qui va nous plonger immédiatement dans la nostalgie. C'est le Sedan des saisons 99 et 2000 et 2000-2001, avec notamment Olivier Quin, Cédric Mionnet ou encore Pius Ndiefi. Les Sangliers vont finir la saison à la 5e place en 2001, synonyme de Coupe de l'UEFA. Et c'est toute la Ligue 1 Conforama qui va alors trouver de l'affection pour ces petits poussés des Ardennes, des Ardennais, qui vont même s'offrir une victoire mémorable 5-1 qui va précipiter le limogeage de Philippe Bergerot et le retour de Luis Fernandez quelques jours plus tard. Est-ce que tu te souviens les avoir affrontés avec Lyon, ces Sangliers ardennais? 99, 2000 et 2000-2001. Ouais, on a perdu 2-0, je crois, là-bas. Exactement, vous perdez 2-0 en 2000 contre eux. Je me souviens. Quel souvenir tu gardes de cette Moi, j'avais équipe? joué blessé, j'avais pas dit que j'étais blessé, je jouais avec une béquille, je pouvais à peine marcher, mais je voulais jouer à tout prix. C'était une drôle, il faisait froid.
C'est jamais agréable d'aller jouer Ouais, là-bas. ouais, Hein. Ouais. C'est c'était toujours un peu difficile. l'ambiance très dure. Et il y avait pas Modeste Mbami? Si, Modeste exactement. qui jouait, super joueur. Mmh. Je crois qu'on perd en Coupe de France aussi contre eux. Mais Et il y avait quand même un truc spécial dans cette équipe de Sedan. Ouais, c'est le genre de traquenard. T'arrives, t'es Lyon, normalement tu vas gagner, C'est mais ça. non, tu vas pas gagner, quoi. Ça va pas être comme ça. Avec un petit stade et une belle ambiance, les vrais cops. Moi, ça ça me me fait- rappelle vraiment le Havre. Et Hein. moi, ça me rappelle D'où un je viens. peu Guingamp. Guingamp, Le ouais, Guingamp des surtout, temps ouais, bien sûr, modernes, bien quoi. sûr. Bien sûr. Justement, on va en parler, Guingamp, notamment de cette saison 95-96, car pour sa première expérience au plus haut niveau, Guingamp, de façon inattendue, s'adapte très rapidement à son nouveau championnat, devenant même leader au soir de la 5e journée. Lors de cette saison, ils arrivent même en demi-finale de la Coupe de la Ligue face à Metz et terminent à la 10e place. 2 ans seulement après avoir quitté le national et grâce notamment à la Coupe Intertoto, l'en avant Guingamp va même jusqu'à affronter l'Inter Milan en 32e de finale de la Coupe de l'UEFA. Défaite sur ce match aller-retour malheureusement pour eux. Est-ce que ce genre de parcours Vikash, tu penses qu'aujourd'hui ce serait encore possible de le voir en Ligue 1 Conforama? Est-ce qu'on peut encore voir arriver des équipes comme Sedan, Guingamp aujourd'hui J'espère, oui. Il y a beaucoup de différences avec l'argent, mais ça a toujours été le cas. Hein. Mais franchement, je pense que si on arrête de dénaturer le football, le football, c'est un sport où il y a très peu de buts. On a le droit de ne pas attaquer, on a le droit de détruire le jeu, on a le droit de défendre à 11 devant son gardien. Et donc, on peut vraiment... on peut s'en sortir, quoi, toujours. Le Luxembourg a fait 0-0 contre la France, quand même. C'est vrai. Et si on autorise toujours ça, je veux dire, au handball, on est obligé d'attaquer. Hein, au basket aussi, au tennis, a priori, on marque des points. Au foot, non. Tu peux faire 0-0, quoi. Moi, j'ai passé ma vie au Havre à aller voir des matchs de foot, il n'y avait pas de but. T'imagines, parfois, Mais il y sur avait un un match, but. je suis d'accord avec toi, Vikash, sur un match, mais sur une Sur une saison, saison. vraiment, c'est Alors, difficile de nos jours. On l'a vu avec Leicester en C'est- première c'est ligue, mais est-ce que... possible. Les écarts sont quand même impressionnants en termes de budget, de salaire. On- Tu peux pas attirer le même joueur à Guingamp qu'au PSG. C'est On parle mais en souvent fait, il d'injustice faudrait- sportive, mais est-ce que le sport en tant que tel peut comment dire, générer des histoires encore aujourd'hui, malgré tout l'argent qu'il y a, et faire sortir des nouveaux clubs qui n'auraient pas forcément les mêmes moyens que le PSG aujourd'hui, par exemple? J'espère. Non, mais je crois pas que ce soit l'enjeu de ceux qui dirigent le football, la FIFA, l'UEFA, la Fédération française de foot. Ça les intéresse pas. D'ailleurs, ils veulent enlever cette incertitude en créant des ligues fermées parce que le foot continue à proposer ça et l'Olympique Lyonnais peut mettre en péril son équilibre financier juste parce qu'il n'est pas qualifié en Coupe d'Europe. Et c'est pareil pour les descentes et les montées. Ce qui est magnifique dans le foot peut être aussi tragique. Une descente, ça peut être catastrophique. Et en même temps, c'est ce qui fait la magie du foot. Donc, il faudrait se débrouiller pour que ce soit moins dangereux, moins risqué. Mais Monaco a failli descendre. Pendant ce temps, des clubs ont failli accrocher la Ligue des Champions. Marseille n'est pas non plus qualifié en Ligue des Champions. Alors, normalement, l'argent fait que tu es qualifié, mais parfois... Leicester récemment, Montpellier il n'y a pas si longtemps que ça. Il peut se passer quelque chose. Je suis sûr et certain que si demain l'Olympique Lyonnais démarre le championnat pour aller être champion, il peut l'être. S'il démarre juste pour jouer la Ligue des Champions, c'est différent. On peut aller titiller le Paris Saint-Germain. L'histoire récente le montre. Monaco a été champion il y a 3 ans. Ouais, et puis Montpellier, dont on a parlé également. Ouais, Mais il faut y croire. C'est ce qu'on appelle la glorieuse incertitude du sport. Surtout celle-là, surtout ce sport-là. Je veux dire, il y a très peu de sports où le meilleur ne gagne pas. Au foot, le meilleur ne gagne pas toujours sur un match ou sur une compétition. Et puis il y a un homme qui symbolise sans doute le mieux les épopées en Ligue 1 Conforama, c'est Vahid Halilhodži, qu'il faut le reconnaître avec le LOSC notamment, lorsqu'il fait remonter le club en Ligue 1, puis qualifie le club pour la Ligue des Champions avec le PSG lors de la saison 2003-2004, où les Parisiens renouent avec le succès en terminant 2e du championnat et en remportant notamment la Coupe de France, leur premier titre depuis 98. Mais ce qui est fou cette année-là, c'est le nombre de victoires hold-up du PSG en Ligue 1 Conforama. 11 victoires au total sur le score de 1-0 avec notamment Fabrice Fiorez et Pedro Miguel Paoletta. C'était quoi le secret du succès des équipes de coach Vahid, à ton avis, Vikash? Je sais pas. Tous ceux qui ont joué avec lui me disent que c'était un gros travailleur et que
C'était très, très précis, très tactique. Aussi, ils travaillaient beaucoup sur l'adversaire. Ils étaient très prêts physiquement. Nous, on avait combien on fait? Je crois qu'on fait 1-1 à l'aller et on perd 1-0, au match retour, on est champion là-bas alors qu'on perd. Pedro qui marque, je crois, ou sur une passe de Luboya. Ça avait été dur, quoi. Tu sais que quand tu joues contre Vaïd, même quand c'était Lille, tu Ça va vas être un match cavaler, quoi. compliqué. Ouais, Ouais. ça va être compliqué, quoi. Bah, Déjà, lui, il fait peur. il l'a encore montré cette année Ouais. avec Avec Nantes, FC une Nantes. deuxième partie de saison quand même incroyable. En plus, vraiment avec un fond de jeu. Hein, enfin, moi, il m'a vraiment étonné pour un retour comme ça en Ligue 1 après quelques années d'absence. Mais est-ce que vraiment tout repose sur la solidité défensive ou est-ce que dans Pour- ces causeries, il y a Pour il y a- lui, là, il je y ne a le un connais truc en pas dans plus. la causerie. Ouais. Mais je vois le personnage. Moi, je veux dire, il faut qu'il reste en Ligue 1. Qu'il reste là. Il a un côté attachant. Hein, Il a une histoire folle. Hein. Ah oui, Je veux complètement. dire, son histoire, il devrait être mort, lui. Hein. C'est un truc de C'est un fou. guerrier. C'est une sacrée histoire. On a gardé un peu le meilleur pour la fin, la plus belle épopée, mais peut-être la plus improbable aussi jamais arrivée en Ligue 1 Conforama, celle du Toulouse Football Club année 2015-2016. On rappelle les faits. La saison des Violets est catastrophique, relégable depuis la 11e journée. Il compte à 10 journées de la fin du championnat, 10 points de retard sur le 17e. Dominique Arribagé démissionne et Pascal Duprat le remplace avec cette causerie mémorable notamment. La suite, on la connaît. On retiendra que c'est la seule fois dans l'histoire de la Ligue 1 Conforama qu'une équipe se maintient alors qu'elle comptait 10 points de retard à la 28e journée de championnat. Et alors là, on imagine que la joie ressentie par les Toulousains à l'issue de cette dernière journée, elle est incroyable. Elle vaut toutes les victoires du monde, j'imagine. Ah ouais, ça devait être fou le scénario. Les autres sont en première division, puis pas eux. Enfin, j'imagine qu'ils devaient être sur le téléphone pour savoir ce qui se passait ailleurs. Et ils ratent un penalty. Ils sont menés, ils ratent un penalty, je crois, un truc comme ça. Et ils finissent par l'emporter 3-2. Ouais, mais le foot, c'est quand même taré, quoi. Je veux dire, on l'a vu en Champions League récemment. J'ai jamais joué un match de foot une fois en pensant que c'était fini, quoi. J'ai jamais abandonné un match de foot. Aucun des joueurs sur le terrain avec moi n'a abandonné un match de foot. On va à Nantes une fois, on perdait 3-0 à la mi-temps. Et l'entraîneur à la mi-temps, le discours, c'est pas maintenant vous allez revenir au score. C'est les gars, on ne prend pas 5-6, quoi. Tu vois. Et nous, on est rentrés, on s'est dit, on va revenir, quoi. On n'a pas dit. Et on a marqué. Et après, on a perdu 6-1. Mais on a d'abord marqué un but, on y a cru. Et même à 6-1, on jouait, quoi. Tu vois. Tony Vera, je me souviens, il prenait la balle, il voulait marquer tout le temps. J'adorais. Mais c'est vrai que pour revenir sur Toulouse, Pierre, c'est une saison vraiment mémorable. Et quand on parle avec les joueurs, parce que je les côtoie beaucoup en reportage, ils en parlent vraiment avec de l'émotion. Enfin, pour en avoir discuté avec Yann Bodiger, qui est l'un d'ailleurs des grands acteurs de cette dernière journée, Alexis Blin également, sont des joueurs. Ça les a marqués vraiment et quand ils en parlent, ils ont des frissons encore presque. Ils se souviennent de tout, du moindre mot de cette causerie qui a été donc bien médiatisée et heureusement d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose en fait que tu ne vis pas souvent dans une carrière et qui peut quelque part se rapprocher d'une sensation d'un titre. Je sais pas, Vikash. Alors c'est bien sûr t'as pas un trophée à la fin. Mais ça vaut finalement l'émotion d'un trophée, j'ai envie de dire. J'en suis sûr. Moi, j'ai passé ma vie, mon début de carrière, à jouer le maintien avec Le Havre. On s'est jamais sauvé à la dernière journée, mais c'était évidemment, ouais, c'était incroyable à un moment quand tu sais que t'es maintenu en première division. Moi, j'ai vécu aussi les montées du Havre, plus jeune, tout petit, quand le Havre monte en première division contre Mulhouse à domicile. C'est un truc de fou, quoi. De ces saveurs-là, de sentiments de bonheur, c'est laquelle la plus forte? C'est le sentiment de montée, de sauvetage, Là, j'étais supporter du Havre. J'avais 11 ans. J'avais 11 ans, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Je me souviendrai toujours d'Alain Casanova, l'entraîneur de Toulouse aujourd'hui, dans les buts qui sauve sur une frappe. C'était contre Mulhouse, c'était Domenech l'entraîneur. Il sauve une balle à 0-0. Et après, Pascal Pain qui marque, il rentre en jeu, c'était le petit Havrais. Et voilà, c'est des moments incroyables, quoi. Ton club, le club de ta ville monte. C'est ça. C'est Ou ouf, gagner quoi. un titre comme moi avec Lyon, c'est des choses qui te marquent à vie. Voilà, on va rester sur cette émotion car on arrive déjà à la fin de cette émission et avant de se quitter, on va essayer de se donner 3 ingrédients inévitables à réunir en urgence avant de se lancer dans une épopée magique. Honneur peut-être à toi, Margot, pour ces conditions à réunir si on veut réussir son épopée. 3 ingrédients, on va dire, nécessaires pour réussir
une épopée? Pour moi, c'est une mentalité d'abord. Donc, je dirais vraiment la mentalité des joueurs que tu as. Ce que tu expliquais tout à l'heure, Vikash, rentrer sur le terrain en se disant on peut le faire. Bon, après, il y a le facteur chance aussi. Je pense que malgré tout, dans le football, ça peut jouer. Voilà, un poteau rentrant, un poteau sortant. Des fois, il y a un peu de ça, même si la chance peut se provoquer, hein, ça, c'est clair. Et puis, bon, un petit troisième, je dirais le talent, hein. Il faut un minimum de talent aussi. Aller à 1 ou 2 joueurs à des postes clés qui peuvent te faire changer le cours d'un match. Vikash, à toi de jouer. Ouais, j'avais un entraîneur qui nous dit toujours tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Donc ça peut être utile. Je pense qu'il faut croire en quelque chose qui nous dépasse parfois. Moi, une fois que j'ai tout mis, il y a un truc, voilà, le mec il tire, ça rentre pas. Et puis, moi, je suis sûr que j'ai jamais eu peur de perdre, donc j'ai aucun problème avec perdre. Donc, je peux y aller, quoi. Et nous tous, on n'avait pas peur de perdre. Bien, merci beaucoup Vikash Dorasso d'être passé nous voir sur Rond Central. C'était un plaisir. Merci beaucoup Margot Dumont de nous avoir accompagnés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Rond Central.